Paragraphe 2. Nature et caractère de l'action en justice. Et tout d'abord, grand A, la nature de l'action en justice. L'action en justice est un droit subjectif, avons-nous dit. Il faut comprendre que c'est également un droit fondamental. Un droit subjectif tout d'abord. La nature de l'action en justice se déduit de l'article 30 du Code de procédure civile. Elle consiste, avons-nous dit, en un droit subjectif, mais un droit subjectif particulier, dont l'identification précise soulève au fond deux difficultés principales. La première de ces difficultés a trait à l'objet précis de ce droit. Quel est concrètement l'objet du droit d'action? Deuxième difficulté, elle a trait à la détermination du sujet passif du droit d'action. L'article 30 du Code de procédure civile nous dit bien qui est titulaire du droit d'action, quel en est le sujet actif, le demandeur, son adversaire, mais ne nous renseigne pas sur le débiteur. Qui est-il? S'agissant tout d'abord de l'objet de l'action en justice. L'article 30 énonce que l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, nous dit-il, elle est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. À cette définition, on a reproché de laisser de côté tout un aspect du contentieux, au motif, d'une part, je cite, qu'une partie importante des escarmouches judiciaires se situe à la périphérie de la discussion du fond et présente un intérêt considérable. Et effectivement, il est bien vrai qu'en ne retenant que le débat sur le fond, la définition de l'article 30 du Code de procédure civile occulte tout un aspect du contentieux, les exceptions de procédure, les incidents qui peuvent émailler l'instance. Toute contestation qui porte au fond sur la régularité des procédures, sur la compétence des juridictions, sur le cours de la procédure. Pour autant, cette exclusion ne paraît pas illogique. On a vu en effet que l'action existe indépendamment de son exercice, de sa mise en œuvre procédurale, de sa concrétisation dans l'instance. Il est donc normal, me semble-t-il, qu'elle soit définie indépendamment de toute référence à une procédure, et donc sans mention des contestations qui peuvent naître de l'introduction, du déroulement du procès, et qui sont étrangers à l'objet même de l'action dans la définition qu'en donne le Code de procédure civile. Toute question qui relève de la théorie de l'instance, de la théorie de la juridiction, mais non pas de la définition de l'action. On a encore reproché, je le disais, à la qualification de l'action en un droit subjectif de déboucher sur une impasse, celle de déterminer son sujet passif. De fait, il paraît très évident que l'action en justice ne saurait être tenue pour un droit réel, un droit qui s'exerce directement sur une chose dans les conceptions classiques. Dès lors, dit-on, puisqu'elle ne peut être considérée comme un droit réel, elle ne peut être qualifiée que de droit personnel, autrement dit de créance, et il faudrait donc pouvoir en identifier le débiteur, le sujet passif. D'emblée, on a alors tendance à rechercher ce sujet passif dans l'adversaire. Et c'est notamment la conception de messieurs Cornu et Foyer. Pourtant, cela paraît difficilement admissible, car force est de constater que l'action du demandeur n'oblige pas le défendeur, le défenseur même, à une prestation quelconque. Il est libre de refuser le débat en justice. Simplement, s'il le refuse, il s'expose aux conséquences qui vont en découler. Le jugement pourrait être réputé contradictoire ou rendu par défaut. Aussi faut-il chercher ailleurs. Motulski avait cru de son côté pouvoir faire du juge ou de l'État le sujet passif de ce droit d'action. Et la définition de l'article 30, qui oppose le droit d'action de l'auteur de la prétention et le droit d'action de son adversaire, va dans le sens de cette analyse
puisque ces deux droits d'action convergent vers l'examen du bien fondé par le juge. Il reste que cette analyse paraît tout de même assez artificielle, et d'ailleurs peut être assez contradictoire avec l'idée que l'action en justice est autre chose que la liberté publique d'accès au juge. Pour autant, il n'en résulte pas forcément que la qualification de droit subjectif soit mal adaptée à l'action. Il faut se souvenir en effet qu'entre le droit réel et le droit personnel, le droit de créance, s'intercalent ce que l'on a désormais coutume de qualifier, d'appeler les droits potestatifs. Comme les droits réels, les droits potestatifs ne comportent pas de sujet passif. Comme les droits personnels, comme les droits de créance, ils ne s'exercent pas directement sur les choses. On les définit aujourd'hui traditionnellement, classiquement, comme les droits qui permettent à leur titulaire de modifier sa situation juridique par une manifestation unilatérale de volonté. Les droits d'option, le droit par exemple du bénéficiaire d'une promesse de vente, en sont des illustrations courantes. Or, cette définition du droit potestatif paraît tout à fait adaptée à l'action en justice qui permet à son titulaire d'obtenir un jugement sur le fond d'une prétention par une manifestation unilatérale de volonté. La qualification de l'action en droit subjectif paraît donc éprouvée sous ce rapport. Aussi bien, l'action en justice n'est pas simplement un droit subjectif, elle est aussi, au-delà, un droit fondamental. Un droit fondamental au sens précis du terme, et c'est bien là l'essentiel. Et de fait, un système juridique dans lequel ne serait pas garanti le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci par un juge, eh bien, ne répondrait pas aux exigences minimales de l'état de droit. Car ce système n'assurerait pas à chacun la possibilité de réaliser ses droits, ce qui est tout de même une nécessité première de cohésion sociale. Il ne servirait en somme à rien de garantir le droit d'accès aux tribunaux, enfin, liberté publique, si le juge n'était pas aussi obligé de trancher les litiges qui lui sont soumis. Aussi bien, la Cour de cassation a nettement reconnu ce caractère fondamental à l'action en justice. Simplement, se conformant en cela à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, elle préfère d'une manière générale assurer indirectement la protection de l'action en justice en se réfugiant derrière la garantie du droit au recours, du droit dit au juge, qui a été déduit de l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. Le célèbre arrêt d'assemblée plénière du 30 juin 1995 illustre bien cette tendance. En l'espèce, une personne s'était constituée partie civile dans 2 procédures pénales, et elle avait été déboutée de ses prétentions. Elle estimait que les pourvois en cassation formés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation avaient été rejetés de manière irrégulière. Il avait donc prétendu former une requête dite en rabat d'arrêt. Mais tous les avocats au conseil auquel elle s'était adressée avaient refusé de l'assister, au motif, disait-il, que sa demande était vouée à l'échec. Et le Conseil de l'ordre des avocats lui-même avait estimé inutile la commission d'un avocat d'office. Le plaideur saisit alors l'assemblée plénière de la Cour de cassation pour qu'elle annule cette délibération du Conseil de l'ordre. Elle soutenait que cette délibération était contraire, tout à la fois aux règles gouvernant le ministère des avocats au Conseil et aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme, en visant le principe que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel, que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun avec l'assistance d'un défenseur au juge chargé de statuer sur sa prétention. La Cour de cassation lui a donné raison. Et ce faisant,
en insistant sur le droit, avec l'assistance d'un défenseur, d'obtenir du juge qu'il statue sur sa prétention, elle a bien appuyé le caractère fondamental, non pas de la liberté d'accès aux tribunaux, mais bel et bien du droit d'agir, de l'action en justice. La même ambiguïté se retrouve dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a reconnu valeur constitutionnelle au droit au recours dans une décision du 9 avril 1996. Et là encore, cette décision paraît bel et bien viser l'action et pas seulement le libre accès aux tribunaux. Même ambiguïté toujours dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. En effet, l'article 6, paragraphe 1er de la Convention énonce, je le rappelle, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant, impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. A priori, il y a là la garantie solennelle du droit d'action en justice, et non pas simplement d'un droit impersonnel général d'accès au juge, au tribunal, non pas la garantie d'une simple liberté publique d'accès à la justice. Car ce qui est protégé, c'est le droit pour toute personne de soumettre sa cause au tribunal et d'obtenir de lui qu'il tranche les contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Et pourtant, la Cour européenne, elle aussi, a préféré raisonner en termes de droit au tribunal ou de droit d'accès aux tribunaux. Néanmoins, dans certains de ses arrêts, et spécialement dans le célèbre arrêt Golder du 21 février 1975, on retrouve sous-jacente l'affirmation du caractère fondamental du droit d'action, et notamment lorsque la Cour relève, je cite, que le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux du droit universellement reconnus. Bien encore, quand elle retient, je cite là encore, que l'article 6, paragraphe 1er, garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Mais naturellement, pas davantage que le Conseil constitutionnel, elle ne tient ce droit pour absolu. Elle admet au contraire, et cela coule de source, que ce droit peut comporter des limites, dès lors que celles-ci poursuivent un but légitime, sont proportionnées au but poursuivi et ne portent pas atteinte à la substance même du droit au recours. Tel n'est pas le cas, selon elle, de l'obligation faite aux associations de faire une déclaration préalable à toute action, au lieu de leur principal établissement en France, ce qui est une entrave, dit-elle, substantielle pour les associations étrangères. Arrêt de la Cour de Strasbourg du 15 janvier 2009, en ce sens. Grand B, les caractères de l'action en justice. Tout d'abord, la liberté de l'action en justice. Et en effet, comme tous les droits subjectifs, l'action en justice confère à son titulaire une sphère de liberté protégée. Elle lui ouvre, autrement dit, un choix entre soumettre ou bien ne pas soumettre au juge la prétention litigieuse afin que celui-ci la dise bien ou mal fondée. Lorsque l'action en justice est ainsi exercée et que le juge la rejette finalement, le demandeur n'engage par conséquent normalement pas sa responsabilité, car il n'a fait qu'exercer son droit, sa liberté. Comme on l'a justement écrit, le droit d'agir, c'est aussi le droit d'avoir tort, le droit de se tromper. Mais pas dans n'importe quelle condition, évidemment. Celui qui exerce l'action en justice dans un but purement dilatoire, pour faire traîner les choses, ou bien, d'une manière malicieuse, pour causer préjudice à son adversaire, eh bien celui-là commet un abus dans l'exercice du droit d'action. Et il doit évidemment répondre sur le terrain de la responsabilité civile. L'abus d'action, l'abus d'agir en justice ouvre droit à réparation, sans préjudice d'ailleurs
d'une possible amende d'un maximum de 3 000 €. Article 32, indice 1 du Code de procédure civile. C'est dire que comme tous les droits, ou du moins comme l'essentiel, la plupart des droits, l'action en justice n'est pas une prérogative accordée discrétionnairement. C'est un droit susceptible d'abus. Et cet abus est même apprécié avec une certaine sévérité en la matière. Puisqu'ici, en matière d'action en justice, une erreur grossière ou bien une légèreté blâmable dans l'exercice du droit suffit. Les conditions de caractérisation de l'abus d'action en justice sont donc beaucoup plus souples que les conditions de caractérisation d'un abus du droit de propriété, par exemple. Une partie de la jurisprudence, mais la solution reste très disputée. Une partie de la jurisprudence décide même que le plaideur, qui a obtenu gain de cause en première instance, mais ensuite perdu son procès en appel, pourrait être condamné sur le fondement de l'abus. Et on peut citer en ce sens un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 janvier 1999, publié au Bulletin civil des arrêts de la Cour de cassation, numéro 5. Action en justice, sphère de liberté, il faut aussi signaler le caractère invariable de l'action en justice. L'action en justice a en effet aussi un caractère invariable, en ce sens qu'elle a toujours le même objet. Son objet, c'est d'être entendu sur le fond d'une prétention, la prétention litigieuse, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. S'il faut y insister, c'est parce que, suivant la tradition, on continue de classer les actions en justice suivant leur objet. Et la réforme de la prescription extinctive du 17 juin 2008 est assez symptomatique à cet égard. Ainsi, on oppose par exemple les actions réelles, celles qui tendent à faire sanctionner un droit réel, les actions personnelles d'autre part, celles qui tendent à la sanction d'un droit personnel ou de créance. On oppose encore les actions mixtes, celles qui tendent cumulativement à la sanction d'un droit réel et d'un droit personnel, par exemple à l'occasion d'un litige né de la vente, ce contrat faisant naître des obligations en même temps qu'il transfère la propriété.